Road trip au Maroc, plus d'essence. T'es bon pour la dépanneuse. Au loin, une station-service. Ouf, sauvé. Tu te gares, mais quelque chose cloche. Tout est en anglais. Les voitures sont délabrées. Et cette déco, on est sur la route 66 ou quoi? Curieux, tu explores. Des poupées, des ossements. Le vent souffle dans les combles, la nuit tombe, l'ambiance devient pesante, quand soudain, un homme surgit de nulle part. Fuis, vite! Pas de panique. Comme plein de touristes, tu es tombé dans le panneau de la Gas Even et de son gardien. Construite pour le remake de La Colline à des yeux, elle a été laissée telle quelle après le tournage. De bons décors de cinéma, ça coûte cher. Par manque de temps ou d'argent pour les démonter, ils sont parfois laissés à l'abandon. Véritable musée à ciel ouvert, ils gardent les traces d'histoire incroyables à l'image des vestiges de Tatooine. George Lucas est fan de Dune. Pour l'origine story de Luke, il veut une planète désertique. Direction Tatooine en Tunisie, où il installe des tonnes de décors aux petits oignons. Ça tombe bien, en plus Disney avait tourné dans le coin et laissé un faux squelette de dinosaure dans les dunes. Ça devient un Dragon Crate dans le lore, apparu jusque dans The Mandalorian, le recyclage le plus rentable de l'histoire. Ouais, heureusement qu'il y a quelques bonnes nouvelles, parce que les 11 jours de tournage en plein cagnard, je te raconte pas l'enfer. Dès la deuxième journée, une pluie énorme s'abat sur la région, du jamais vu depuis 50 ans. Le joli plateau tout neuf est presque noyé. Ensuite, c'est au tour d'une tempête de sable qui démolit presque le Sandcrawler des Jawa. La pauvre maquette est réparée en vitesse et déclenche presque une guerre avec Kadhafi. Et attends une seconde là, on tourne juste un Star Wars nous, on n'est pas les avions de chasse de Sarkozy. En fait, la Libye, qui n'est pas loin, croit voir un véhicule de l'armée. Heureusement, la situation est vite désamorcée. Mais les ennuis continuent, R2D2 capte la radio tunisienne, impossible de le télécommander. On le tire donc sur des skis dans le sable. C3PO est mal articulé, parcourir 1 mètre est une galère pour son acteur. Chaleur étouffante le jour, froid glacial la nuit, supplément tourista, l'ambiance est géniale. Franchement, ça vaut le coup. Que serait Star Wars sans ces paysages? Merci les décorateurs qui ont formé une identité visuelle unique, aujourd'hui culte. Lucas donne le nom du lieu à sa planète, mais il ne veut plus jamais entendre parler de Tunisie. Pour les scènes du retour du Jedi, il reste aux États-Unis. Excuse-nous Anakin. Je n'aime pas le sable. Résultat, Mos Eisley et une partie des fermes de Lars sont laissés à l'abandon. Ils s'abîment. Pendant 20 ans, les autres bâtiments sont réappropriés par les locaux. Mais en 1997, retour aux sources. Pour la prélogie, George redébarque avec une armée de techniciens et un budget énorme. Il restaure de vieux décors et une nouvelle ville est construite autour de Xur, des fortifications berbères du XIe siècle, Mos Espa. Cette fois, ça se passe bien. Une fois les films dans la boîte, il n'a toujours rien prévu pour ses installations. Le gouvernement local lui demande de tout laisser sur place. Bon, il accepte. Aujourd'hui, Star Wars fait partie du paysage, on en retrouve des traces dans toute la Tunisie. Vous pouvez réserver une nuit dans la ferme de Lars, faire un road trip ruine en 4x4 et chercher l'emplacement exact des scènes mythiques, il y a même un festival de musique. Ok Théro, tu prends tes billets, on y va direct. Ouais, tardez pas, des fans essayent de rénover les lieux, mais ils s'abîment de plus en plus. Personne ne sait combien de temps il leur reste. Ah ouais, t'avais pas mytho hein, sur la chaleur. Et t'imagines pas le nombre de réals qui ont voulu tourner dans un désert. Avant Lucas, il y a eu Cecil B 2000 en 1923. Pour les 10 commandements, il construit une fucking cité égyptienne dans le désert californien. 1600 ouvriers érigent un palais, des statues de 11 mètres de haut, le tout pas en couleur. Attends, c'était pas un film en noir et blanc à la base? Ouais, c'est le souci. Tout ça pour 50 minutes sur les 2h16 de film, il bat le record de budget de l'époque avec 1,5 million de dollars, une des premières super productions de l'histoire. Le tournage terminé, plus aucune thune pour déplacer le set, Cécile veut pas qu'un rival ne le réutilise, donc il prend une décision tout à fait raisonnable. Je sais pas, en faire un musée ou loger des gens dedans? Non, pas du tout. Dynamiter les gros morceaux et ensevelir le reste. Le film marche plutôt bien, mais à cause de son ego, la cité perdue de 2000 devient une légende. Avant de mourir, il donne un indice sur sa localisation. Des fans se lancent à sa recherche et la retrouvent enfin dans les dunes de Guadalupe Nipomo, presque 60 ans plus tard. Ouais, c'est bon, on a compris le concept, hein. Tu veux nous impressionner avec ton sable, mais est-ce que tu veux un vrai défi? Un défi qui a fait frissonner Spielberg et a pratiquement détruit la carrière de Kevin Costner, l'eau. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'une centrale a failli noyer James Cameron. Titanic et Avatar auraient pu ne pas exister. En 1989, Cameron est un réalisateur prometteur, Terminator 1 et Alien 2 ont bien marché et tout lui sourit. Pour booster sa carrière, il mise sur Abyss, une science-fiction ambitieuse mêlant sous-marins, armée américaine et extraterrestres. Ça s'annonce compliqué, 40% des plans se passent sous la surface, il a besoin d'une grande étendue d'eau pour tourner. Heureusement que la Terre est recouverte à 72% d'eau. Sauf que dans la mer, c'est beaucoup trop dangereux et puis c'est impossible
impossible de contrôler la météo. Ok, à Malte alors, il y a le plus grand bassin de tournage de l'époque. Nope, trop petit. Bon, au bout d'un moment, faut se calmer. Il lui faut quoi? Remplir une centrale nucléaire? Ah bah, tu imagines. Ah, dites-moi que je rêve. Voici la Cherokee Nuclear Power Plant! Jamais mis en service. 18 mètres de profondeur, 70 mètres de diamètre, 28 millions de litres de flotte, la plus grande piscine de l'histoire du cinéma. Et ça, rien que pour les scènes de plongée. Pour celles en sous-marin, ils utilisent la petite cuve d'à côté, seulement 9,5 millions de litres. Le tout est recouvert de billes flottantes pour empêcher la lumière de se refléter. Le tournage est un enfer pour éclairer, filmer, communiquer et les acteurs souffrent. À patauger 70 heures par semaine pendant 6 mois, le chlore leur brûle les yeux et la peau. En plus de ça, Cameron les traite comme des chiens. Ed Harris était souvent en apnée. C'est dur, mais à chaque fin de prise, son plongeur de sécurité lui apporte de l'air. Sauf le jour où il se coince dans des câbles. Paniqué, Ed fait un signe d'urgence, mais personne ne réagit. Quand on lui tend enfin un masque, il respire à fond et avale de l'eau. Le masque était monté à l'envers. But I remember driving home that night, and I just broke down, man. I was just weeping. James Cameron a eu le même problème. Cette fois-ci, le plongeur le maintient pour l'empêcher de remonter trop vite. Il est littéralement en train de se noyer. James Cameron lui met une baffe, se dégage et s'en sort in extremis. C'est horrible comment on a pu laisser faire tout ça. Et encore, la liste des maltraitances est interminable. Beaucoup se promettent de ne plus jamais tourner avec lui. L'équipe est traumatisée, surnomme le projet The Abuse et font carrément des t-shirts portés sur le tournage. À la fin, tout le monde déteste cette foutue centrale. Elle est laissée telle quelle, avec un sous-marin entier sur place. Malgré la réticence de la Fox, elle fait la joie des urbexeurs pendant des années, puis elle est détruite en 2007. Tout ça pour un film qui a bidé. Et ouais, mais ça donne à Cameron l'expérience nécessaire pour Titanic 10 ans plus tard. Ce grand malade voulait reconstruire le bateau pour le couler exprès, mais il se contentera de maquettes géantes. Avatar 2 lui offre sa revanche avec une motion capture aquatique révolutionnaire. Tout est millimétré, encadré par des anciens Navy Seals, ouais, sacré prouesse technique. Ok, mais ton truc est détruit, Nox. On peut même pas le visiter. Alors qu'en France, on a encore plus fou. La ville engloutie. Au large de Saint-Raphaël reposent des ruines étranges. De son bâtiment d'à peine 1 mètre de haut, habité par des poissons. Maisons, cathédrales, coiffeurs, boutiques, amphithéâtres romains. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Sur internet, très peu de sources. Tout est très flou et mal documenté. Des tas de rumeurs circulent chez les plongeurs, alors on a mené l'enquête et on a trouvé des infos exclusives. L'homme derrière ce projet s'appelle Nejat Silver. Peintre, compositeur, journaliste, archéologue marin, il concentre tous ses savoirs dans un projet ultime, l'enfant et la sirène. On y suit un petit garçon embarqué sur les mers par un méchant marin qui explore des îles fantastiques. Ambitieux, le film mélange maquettes, acteurs, marionnettes et animation, le tout dans les années 1960. Il réunit une équipe de choc, les imagiers du bout du monde. Pendant 4 ans, ils occupent une ancienne écurie transformée en studio et façonnent patiemment leur conte de fées. Une grande partie du film se passe sous l'eau, la petite bande descend 15 tonnes de décors sur près de 2000 m² de fond, plus de 7000 plongées, un travail de titan. Mais ça a dû coûter une fortune, comment il a pu faire pour tout ça? Dis-toi que Disney était intéressé, mais Nejat refuse de vendre ses droits à l'étranger. Il cherche désespérément des financements français, en vain. À court de moyens, le tournage est mis sur pause et ne reprend jamais. Il ne manquait qu'un tiers du film. Aujourd'hui, les rushs ont tous disparu, c'est devenu un lost media référencé sur le wiki officiel. C'est fou que malgré les éléments et les dégradations des touristes, la ville engloutie est toujours debout 60 ans plus tard. Le dernier témoin d'un chef-d'œuvre qui n'a jamais vu le jour. Je fais ce film. Film signifie cinéma, je ne suis pas cinéaste du tout. J'ai appris le métier. Et le cinéma est pour moi un moyen d'expression, d'apporter, de synthétiser les arts différents, la musique, les dessins, la peinture, les couleurs, la nature, etc. Voilà pourquoi ce film. Babylone, la folie des grandeurs. David Wark Griffiths est un réalisateur, comment dire ça, controversé. Son film Naissance d'une nation, sorti en 1915, est un énorme succès. Le premier blockbuster hollywoodien. Il y traite de la guerre de sécession. Ouais, avec un petit supplément raciste à la gloire d'un certain clan qui brûle des croix habillées tout en blanc. Controversé, je disais. Critiqué à chaque apparition publique pour ses idées haineuses, il en a marre. On peut plus rien
dire dans ce pays. Intolérant, moi, sérieusement? On me l'avait pas sorti depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis intolérant. Bah tu sais quoi, je vais même en faire un film, tiens. Eh, bel esprit. Alors quoi, il a fait un film sur lui pour son mea culpa? Pas du tout. Il a décidé de retracer l'histoire de l'humanité pour prouver que la haine a toujours existé. Il l'appelle sobrement Intolérance. Pour la dernière partie, la chute de Babylone, il met le paquet. Sur près de 4 hectares de terrain en plein milieu de Los Angeles, il érige des murailles immenses. 41 mètres de haut, 54 mètres de large, 120 mètres de profondeur, tellement grand qu'une tour de 28 mètres est nécessaire pour filmer l'ensemble. À l'intérieur, c'est le grand luxe. Statues d'éléphants géants, colonnes, escaliers, de quoi accueillir 3000 figurants en costume et des batailles à cheval. Tout est pensé au millimètre près. Pour favoriser l'éclairage, les murs sont pleins de trous. Un côté est plus grand que l'autre pour jouer avec la perspective. Avec le bon angle, c'est génial. 650 000 $ d'investis, l'équivalent de 20 millions d'euros de nos jours. Ça vaut le coup, c'est grandiose. Mais quand il sort en 1916, c'est le flop du siècle. Tout le monde s'en branle. En panique, on découpe le film pour le ressortir en petits morceaux plus courts, mais le mal est fait. En seulement un an, Griffith passe de richissime à finito. Il tombe dans l'alcool, sa carrière en prend un coup. Et pendant ce temps, personne ne sait quoi faire du décor de Babylone. Impossible de le recycler en attraction ou en musée, en dehors des angles, ça ressemble à rien. Rasé 6 ans plus tard, dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, seul un centre commercial à proximité lui rend hommage. C'est vrai qu'à l'époque, tout était encore à faire. Hollywood apprend la leçon à la dure, même au prime de ta carrière, le flop est une possibilité. Mais Nox, on n'a pas parlé du plateau le plus incroyable du cinéma. Oh sa mère, je sens que ça va me coûter un bras en billet d'avion ton histoire. T'inquiète, je vais passer ça en frais de société. Voici Hobbitville. Jeter son décor à la poubelle, c'est pas une fatalité. En préparant Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson tombe sur une petite ferme au nord de la Nouvelle-Zélande. Vallée verte, luxuriante, rivière, petite colline trop pipou, parfait pour la comté des hobbits. Les fermiers du coin n'ont jamais entendu parler de Tolkien, mais ils acceptent d'accueillir les décors. 39 maisons sont creusées avec des petites allées, clôtures, fil à linge et potager. Ah la vache, y a même l'armée néo-zélandaise qui vient pour donner un coup de main. Pour donner un look authentique, la construction commence un an avant. Des gens sont payés pour marcher dans les allées, on laisse pousser l'herbe naturellement, comme si les hobbits y avaient toujours habité. Ah non mais c'est bluffant, c'est exactement comme ça que j'imaginais l'endroit en lisant les livres. C'est ce que j'aurais dit si j'avais lu les livres. Ouais, sauf que seul souci, ici les grenouilles hurlent H24. Pendant le tournage, on s'entend plus parler. Un technicien passe ses journées à les déplacer plus loin. Ah la gueule du CV du mec après ça. Une fois fini, il reste beaucoup de travail pour boucler la trilogie. On laisse donc le set aux fermiers qui organisent des visites touristiques pour arrondir les fins de mois. De retour en 2010, pour le Hobbit, la production sent le filon et décide de restaurer les décors avec des matériaux plus durables. On agrandit, rajoute des détails pour en faire une sorte de musée / parc d'attractions avec vente de tickets et produits dérivés. Un bon compromis entre préservation du patrimoine cinématographique et intérêt économique. Si seulement tout le monde pouvait faire pareil. Pour Matrix Reloaded, les sœurs Wachowski ont dû construire une autoroute de 2,4 km de long sur une ancienne base militaire. Obligées de tout débarrasser pour libérer de la place, elles décident de tout recycler. 97% des matériaux ont été réutilisés pour construire des HLM au Mexique, des milliers de familles qui vivent littéralement dans la matrice. Bonne idée, mais qu'à isoler. La plupart du temps, les décors sont jetés à la poubelle ou moisissent quelque part. À l'heure du réchauffement climatique, est-il toujours raisonnable de construire des plateaux à l'autre bout du monde? D'utiliser de vraies explosions plutôt que de la CGI. Entre les véhicules, les déchets, la pollution sonore et lumineuse, l'impact sur les espaces naturels peut être catastrophique. En 2012, le tournage de Mad Max a déglingué le plus vieux désert du monde en Namibie. Ouais, la loose. Mais depuis, les choses commencent lentement à bouger. Sony a même basé la promo de The Amazing Spider-Man 2 sur ses efforts écolos. En attendant que la législation évolue, c'est à nous d'être exigeants sur le bilan carbone des films qu'on nous vend. Ouais bon, après t'as vu le projet de Tom Cruise et son tournage dans l'espace? Mais d'ailleurs, ce serait pas ça le décor le plus incongru? Oh oh, tu penses à ce que je pense? Ah et non, maintenant ça suffit, je suis mort de chaud, noyé dans une centrale nucléaire, j'ai dépensé mon salaire en billets d'avion, on n'appellera pas l'ISS.